Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Enlève la chaise à papy tout de suite! Allons enfants de la patrie! Merci d'être là encore et toujours dans 100% Belge avec, comme chaque vendredi, c'est l'habitude, un invité politique dans le consulat. On le connaît en tant que bourgmestre, on le connaît en tant que consultant, en tant que papa. Il aurait pu devenir ministre-président de la région bruxelloise. Il a décidé il y a quelques semaines, quelques mois, de nous dire au revoir. Alors voilà, mes amis, je me retire du jeu. Je quitte la vie politique active, nationale et régionale, parce que continuer dans les conditions actuelles, ce serait trahir ce en quoi je crois, tout simplement. La sincérité, le courage, la responsabilité, tout ça, ça compte quand même. Bonsoir David Leister, merci d'être là et désolé d'avoir plombé l'ambiance tout de suite. On va démarrer quand même avec des nouvelles plus légères parce que votre semaine a été heureusement plus heureuse que ça. On vous a vu avec Pierre Demar sur le tournage de son dernier clip du côté de Watermal-Boisfort. Alors le clip est sorti précisément hier. On vous a cherché désespérément. Il n'y avait, pas de rôle de figurant. Par discrétion, vous avez choisi de vous retirer ? Non, en fait, vous voulez l'anecdote ? Je reçois un soir un coup de fil il y a un mois et demi d'Elio Di Rupo. Tard, il me dit est-ce que je peux t'appeler donc je suis quand même un peu retiré moi du jeu, donc je dis qu'est-ce qui se passe. Et c'est parce qu'il dit écoute voilà, moi j'ai un ami Pierre Demar qui a repéré un endroit chez toi, le logis floréen, quelque chose, et il voudrait venir tourner son clip là. Et donc j'ai fait celui qui vraiment allait se couper en quatre pour essayer de trouver une solution, alors qu'en fait c'est pas très très compliqué et ça arrive assez régulièrement en fait. Il est venu, je pense qu'il a passé une très très belle journée. Malheureusement le temps n'était pas excellent. Incroyable histoire, c'est donc Elio Di Rupo qui amène Pierre Demar chez vous à Boisfort. Il vous appelle pas pour vous mettre sur les listes du Parti Socialiste, en tout cas pas pour l'instant. C'est pour des raisons plutôt culturelles que politiques pour ce coup-là. Alors il y a une autre actualité qui a marqué votre semaine du côté de Boisfort, c'est évidemment l'interdiction d'un dîner, appelons ça comme ça, mené par Florian Philippot. On en parlait il y a quelques minutes avec le reste de la table. Florian Philippot, c'est évidemment l'ancien vice-président du Front National qui aujourd'hui a son mouvement Les Patriotes. C'est l'extrême droite pure et dure, et quand vous avez dit stop, non, forcément il n'était pas content. On est ici dans le symbole du fait qu'on glisse en dictature. On ne peut même plus dîner dans les restaurants entre nous pour faire avancer le souverainisme. Le combat pour le Frexit, le combat pour les libertés, pour la liberté d'expression, quelle ironie. Nous sommes en dictature, on en a eu une démonstration grandeur nature ce soir même. Alors depuis 24-48 heures, il ne parle que de vous. Vous êtes devenu son nouveau trouble obsessionnel. C'est pour des raisons de trouble à l'ordre public ou c'est pour des raisons de non aux extrêmes que vous avez choisi de lui interdire quelque part ce dîner-repas ? Bon, d'abord, il ment. Moi, j'ai pas voulu réagir, mais donc c'est pas un dîner-repas. Hein. Vous savez, il avait invité, on dit 150 personnes dans une salle qui n'était pas du tout conçue pour. Donc, il n'allait pas simplement au restaurant manger une entrée plat dessert. Il faisait une véritable réunion publique avec des personnes qui venaient l'écouter, plus de 150 dans une salle qui est communale. Donc, c'est un bâtiment qui appartient quand même à la commune, sans prévenir, sans autorisation, sans accord des pompiers non plus. Une salle qui ne peut pas accueillir autant de personnes derrière ça. C'était les Pirates des Caraïbes, quoi. Tout à fait. Et on apprend ça une heure et demie avant le début. Donc, vous laisse expliquer que non, en effet, peu importe, ça, les conditions ne sont pas réunies. Derrière ça, en effet, ça vous étonnera pas. Et moi, je suis pas du tout d'accord avec ses positions, et donc je suis pas d'accord non plus avec ce qu'il dit. Mais il ment. Parce qu'ici, sur ce plateau, il y avait un peu de confusion il y a quelques instants. Certains disaient, si c'est pour une raison de trouble à l'ordre public, c'est évidemment le rôle d'un bourgmestre de dire stop, ça rentre pas dans les codes. Mais le fait que sur vos réseaux sociaux, vous disiez non, les extrêmes n'ont pas leur place dans ma commune, ça a jeté un peu de trouble, un peu de confusion. Vous maintenez que c'est pour ces deux raisons-là que vous avez interdit l'événement ? Philosophiquement et personnellement, en effet, moi je suis tout à fait opposé à tous les extrêmes, qu'ils soient de gauche comme de droite, je tiens quand même à le préciser, mais ici c'est en effet un problème de trouble public, clairement, et de sécurité. Moi je ne peux pas autoriser dans un lieu communal qu'il y ait 3-4 fois le nombre de personnes qui sont autorisées dans cette salle-là qui viennent, en ne me prévenant pas, en ne demandant aucune autorisation, aucune approbation des pompiers, je veux dire, peu importe, ça c'est pas possible, on peut pas accepter ça. Je reviens un instant sur ce non aux extrêmes dans ma commune. Ça veut dire que si demain on vous demande d'organiser, ça a déjà eu lieu par le passé, un débat entre le Vlaams-Belang et le mouvement réformateur dans la commune de Boisfort, ce sera non aussi ? Oui, je pense qu'il y a assez de communes, voilà, moi, je sais pas.
Il n'y a pas la place pour le faire. Pas chez vous, c'est pas la bonne commune, c'est pas le bon endroit. On a plein d'autres chouettes trucs à faire, pas ça. Ceci dit, David, on sent malgré tout que chez vous, il y a toujours cet engagement politique, le fait de dire non aux extrêmes et pas seulement non aux troubles à l'ordre public, ça prouve que vous avez viscéralement en vous des idées, des convictions politiques. Quand vous nous avez dit il y a quelques semaines, et c'était à nos collègues de la Libre et de l'ADH, le monde politique, c'est violent, c'est toxique, c'est nocif, au fond de vous, vous restez profondément un homme politique. L'ai jamais vraiment été parce que je sais pas, c'est une question à laquelle j'ai pas vraiment de réponse encore, Thibaut, je dois être honnête. Avoir des projets, avoir de l'ambition aussi, je reconnais, avoir des challenges, redresser le MR à Bruxelles, redresser Bruxelles, pour moi, c'était les plus beaux challenges qui soient, politiquement parlant. Mais en parallèle, c'est vrai qu'il y a tout un monde autour qui est assez, comme je l'ai décrit, violent, qui n'est pas simple à vivre, qui vous bouffe progressivement, aussi nerveusement, qui vous bouffe aussi votre vie privée, votre vie de famille, qui fait que, oui, en effet, je ne sais pas si... cette politique-là, en tout cas, me convient à moi. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe que j'ai bu moi-même pendant des années, parce qu'il y a des chouettes gens en politique, il y a des super projets qui se font, et donc je ne veux vraiment pas critiquer ça. Je dis juste que la violence autour, que ce soit la vindicte populaire, que ce soit parfois le harcèlement médiatique, et vous faites votre job, mais je le dis quand même, quand tous les dimanches soirs, vous êtes harcelé pour savoir ce que vous allez faire le lendemain, c'est parfois un peu compliqué, que ce soit évidemment les attaques internes ou externes, médiatiques ou autres, politiquement, il faut tenir tout ça. Et c'est vrai que moi, si je me suis engagé en politique, c'est parce que j'avais envie, par exemple, de redresser Bruxelles, de faire à nouveau de l'emploi à Bruxelles, de ramener des entreprises. Mais si en parallèle de ça, tu passes plus de temps à en fait encaisser les coups, gérer les coûts, gérer aussi la gestion personnelle, psychique, psychologique de tous ces coûts que tu encaisses, et aussi on te dit qu'il faudrait que tu les rendes, ces coûts-là, ça te laisse plus beaucoup de temps pour gérer des projets. Si je comprends bien, David Leister, la question est toujours ouverte. La question de savoir est-ce qu'on peut continuer à faire de la politique parce qu'on a ça en soi, sans devoir tomber dans cette violence que vous avez subie. Vous n'y avez pas répondu fondamentalement à cette question-là aujourd'hui. Oui. Il y a encore un grand point d'interrogation sur votre avenir. Je ne vais pas répondre. Si je suis parti, c'est parce que moi, je suis arrivé au constat personnel que non. Je n'y arrive, moi personnellement, j'y arrivais plus. En tout cas, c'était plus ça que je voulais faire ou pas ça que je voulais faire, mais je peux pas dire que c'est impossible parce qu'alors ça voudrait dire qu'il y aurait pas d'avenir en la matière pour d'autres personnes qui veulent s'engager. Et franchement, c'est très noble de vouloir s'engager. Je peux que le féliciter, mais il faut être conscient aussi derrière que c'est loin d'être tout rose tout le temps, comme beaucoup d'autres métiers. Et celui-là, quand même. Vous parlez de la violence. Je voudrais vous montrer deux visages qui vous sont extrêmement familiers. Celui de Jackie, votre fille, de Julie, votre compagne. C'est aussi parce que cette violence avait des répercussions sur votre famille, que vous avez débranché la prise et que vous avez dit stop. Moi, à la limite, je peux encaisser, mais il n'y a pas de raison que ça les impacte, elles. C'est la principale raison. Moi, je suis resté 500 jours pour essayer de former un gouvernement. Après 350, je pense que Jackie est née, donc au mois de mai, et j'ai arrêté en octobre. Et une des raisons, fin octobre, et une des raisons a été qu'en effet, quand on fait de la politique à ce niveau-là, vous rentrez chez vous avec évidemment une dose de nervosité, de stress, et que souvent, ça dure encore la soirée, ça dure le week-end, parce qu'on a des GSM et autres, et donc vous êtes constamment inquiété, harcelé ou autre, peu importe. Et j'ai ce moment, la dernière semaine, où ma femme me donne Jackie dans les bras. Jackie, j'ai une chance folle, c'est que ma petite fille, d'abord, c'est la plus jolie, mais en plus, elle rigole tout le temps. Et je la tiens, elle rigole. Et en fait, moi, je ne rigole pas, parce que j'ai la tête ailleurs. Je la rends à ma femme, et je prends mon GSM, et je veux voir, je ne sais plus quel message de qui, et y répondre. Et à ce moment-là, j'ai le choc de dire, je me vois, en fait, de loin, et je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ? À côté de quoi est-ce que je suis en train de passer et qu'est-ce que je transmets aussi à mon enfant. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand Georges-Louis Boucher, de manière très classe, m'a insinué que on allait faire le gouvernement et que je pouvais peut-être revenir, je savais, si je faisais ça, que à dessein, je savais qu'alors je ne verrais pas ma fille grandir. Et que le peu que je la verrais, je n'apporterais pas grand-chose. Et ça, Thibaut, En fait, voilà, c'est une question de valeur personnelle aussi. Je voulais plus faire ça. Et c'est le papa qui a pris le dessus. Oui. Alors, on va profiter de la présence du bourgmestre et de l'homme aussi ce soir sur ce plateau pour aborder toute une autre série de questions d'actu. Et on vous propose soit de choisir entre le bourgmestre qui va répondre, le consultant qui va répondre, puisque c'est votre autre casquette dans la vie aujourd'hui, ou simplement le citoyen. Vous nous dites à chaque fois la casquette que vous voulez utiliser pour répondre à ces questions d'actualité. Je voudrais qu'on démarre par quelques images qui ont fait beaucoup de bruit cette semaine, y compris dans cette émission. Nous sommes
pas très loin de chez vous, rue Colonel-Bourg, du côté de Scarbeck, où on a supprimé des places de parking pour les riverains, histoire de faciliter le trafic des vélos, notamment. Les riverains sont fous de rage. Est-ce que c'est le citoyen, le bourgmestre ou le consultant qui veut réagir à ces problèmes de mobilité ? Les trois en même temps, si vous voulez. Faire les trois en même temps. Je connais pas le dossier dans les détails, donc je crois qu'il faut pouvoir descendre dans le concret. Le bourgmestre, je pense que s'ils ont pris cette décision, il doit y avoir une bonne raison. Ils n'ont pas pris ça comme ça. Précise que la commune est victime. Elle dit on nous a imposé ça du côté Bruxelles Mobilité. Nous, on n'était pas du tout pour cette solution. Donc la commune est fâchée. Alors là, le bourgmestre, je serais fâché aussi. Parce qu'à un moment donné, et ça a été le gros problème de la mobilité à Bruxelles ces dernières années, c'est qu'il y a eu beaucoup d'impositions qui s'est fait parce que certains avaient des grandes idées en la matière pour Bruxelles, mais ne connaissaient pas toujours la réalité du terrain. Et ça, franchement, il n'y a pas mieux qu'un bourgmestre et ou ses échevins pour savoir dans telle rue, oui, vous pouvez en effet faire telle ou telle adaptation, dans telle rue pas, parce qu'alors ça a telle conséquence en cascade. Le bel exemple, ça a été quand ils ont voulu imposer Good Move à Kuregem, souvenez-vous, où ils plaçaient des blocs de béton à tel ou tel endroit, les gens savaient à peine rentrer chez eux, parce que ça a été étudié par certains dans des bureaux en haut et pas réellement concrétisé dans la pratique. Et donc ça veut dire que le bourgmestre ce soir dit laissez-nous faire sur les places de parking, sur la mobilité. Commencez pas avec vos grandes idées, vos grandes théories. Vraiment, parce qu'il faut pas croire, on a aussi des citoyens qui roulent en voiture ou qui roulent en vélo et qui disent oui, là en fait on aimerait bien avoir plus de place pour pouvoir ranger notre vélo, mais là par contre il nous faudrait à nouveau une place de parking. Enfin, je veux dire, il y a un équilibre qui est en train de se faire un peu partout, et là objectivement c'est du cas par cas, rue par rue. Moi comme bourgmestre, chaque fois qu'on essaie de changer quelque chose dans une rue, je dis toujours voyons si on sait prendre le temps une soirée pour aller voir tous les habitants autour et en discuter avec eux, et c'est souvent de là que sortent les meilleurs. Donc ça veut dire que vous faites du porte-à-porte à ce moment-là pour aller voir les riverains un à un. Alors j'ai fait du porte-à-porte quand j'étais pas bourgmestre. Maintenant que je suis bourgmestre, ce que je fais c'est que on invite les habitants, et par exemple la semaine prochaine je crois que j'ai ça presque chaque soir où on invite les habitants de telle ou telle rue parce qu'on va avoir des travaux là, on va réaménager là, et donc il faut prendre le pouls, et il y a rarement mieux que les habitants pour vous guider vers où il faut aller. Alors à la fin il faut trancher. Parce qu'il faut quelqu'un prendre une décision, il faut avancer. Mais ça c'est ça qui est magnifique comme bourgmestre. Et c'est là où, comme politicien, je me sens vraiment utile. Et c'est pour ça aussi que... Changer la vie des gens, concrètement, et se tous les jours. sentir utile, c'est pas toujours chose, c'est se dire, je vais dormir le soir, et au moment où vous endormez, vous dites, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, ça, c'est chouette, aujourd'hui j'ai fait ça. Et c'est un peu égoïste aussi, mais... tu te sens utile. Ouais, plutôt que de négocier une 500e version d'un même accord politique qui ne verra peut-être jamais le jour. Alors de nouveau, le citoyen, le bourgmestre, le consultant, qui va réagir sur ces images auxquelles tous les Belges sont confrontés en ce moment, le prix de l'essence, surtout du diesel, mais de l'essence aussi. Au moment où on se parle, le gouvernement est peut-être en train de décider ou de ne pas décider s'il faut des aides supplémentaires. Qu'est-ce que vous réclamez, soit en tant que citoyen, soit en tant que bourgmestre, soit en tant que consultant ? Moi, en tant que... c'est difficile parce que vous savez, aujourd'hui les prix augmentent, demain certainement ils vont à nouveau rechuter, et après-demain Trump va peut-être expliquer que le Détroit est à nouveau rouvert à tout le monde et qu'il n'y a plus de guerre et qu'il a signé un traité de paix. Donc on est dans un monde aujourd'hui où vous ne savez plus faire de prévisions plus loin qu'à 24-48 heures. Imaginez les banques aujourd'hui qui doivent faire des prévisions à long terme sur le taux d'intérêt, elles ne savent plus le faire en fait à beaucoup plus loin que quelques heures, parce qu'on a un président américain qui est comme ça et qui d'une manière ou d'une autre bouleverse le monde. Et donc ce que je crois, c'est que... faut attendre, faut patienter, pas d'aide prématurée, parce que David Leister aurait pu être ministre de l'Intérieur, membre de ce gouvernement. Vous, à la table de l'Arizona, vous seriez rangé à l'avis quelque part de Bart de Wever qui dit pour l'instant on n'a pas les sous, désolé, on calme le jeu. En tout cas, il y a un fait, c'est que vous n'avez, et ça c'est assez nouveau, c'est que au Covid on avait encore un peu de sous. Aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a comme ça une unanimité pour dire que tous les pouvoirs publics sont à sec. Alors on peut toujours évidemment trouver quelques astuces mécaniques et voir si en effet il y a des sous en plus quand même qui rentrent et donc qui pourraient être rétribués d'une manière ou d'une autre. On parle du clic et inversé, ce genre de choses, mais il y a un fait qui est celui-là, c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, quels qu'ils soient,
Donc ça veut dire même les communes, on est un peu fauchés. Ne savent plus autant mettre la main à la poche que ce qu'elles ont fait. Et donc on doit avoir davantage un discours vérité pour dire écoutez, en fait on n'a plus de sous pour le faire. On n'a pas l'argent. Le message il est clair, il est dit, il est expliqué ce soir clairement. Alors autre image que j'aimerais vous montrer, c'est des images d'école. En tant que bourgmestre évidemment, vous êtes confronté à la gestion de tas d'écoles. C'est posé cette semaine la question, suite à une idée parisienne mais qui a écho aussi chez nous, d'installer des caméras de surveillance un peu partout dans nos écoles. Certains parents disent oui, certains profs disent oui, d'autres non. Vous êtes pour ou contre face à l'augmentation de la violence et des problèmes ? Là, c'est le papa qui parle. C'est vrai que moi, je suis assez pro-caméra. Donc, je suis dans une cour d'école. Oui, il y a au fond de moi quand même un sentiment un peu désagréable qui se crée. Parce que, une cour d'école, ça, je suis pas hyper à l'aise. Par contre, le harcèlement scolaire me fait très très peur. Ma petite fille, elle a 1 an. J'ai très très peur de moi-même quand j'étais à l'école. Je veux dire, ça n'a pas toujours été rose tout le temps. Et donc, vous en avez été victime ? Alors, c'est difficile à dire, mais mon papa ne voulait pas que je joue au football. Et parce qu'il estimait que la 3e mi-temps était dangereuse pour la santé. C'est vrai que d'où je viens, cette 3e mi-temps était assez bien instituée. Et donc je jouais pas au football, mais tous mes camarades de classe jouaient au football le week-end. Et je me souviens avoir longtemps souffert du fait que moi j'étais le seul à pas raconter. Pendant le week-end, j'avais été jouer au football. Et donc indirectement, vous êtes mis de côté, vous êtes un peu marginalisé. C'est aussi une forme d'agression. À cet âge-là, c'est violent. Est-ce qu'une caméra pourrait aider en la matière ? Je suis pas sûr. Par contre, il y a des vraies agressions. Mais là, pour ça, on a des super profs, on a des super éducateurs, on a des super personnes qui, dans les cours de récré, je crois, sont déjà en fait les caméras nécessaires, il faut les aider. Donc pourquoi pas, mais pas dans la cour de récré. Alors là, on va convoquer le bourgmestre pour cette autre actualité, ou alors l'ancien sorteur, peut-être. Regardez ce qui se passe en ce moment du côté de Saint-Josse. C'est une boîte de nuit, pas comme les autres, qui désormais doit fermer la nuit. Entre 1h et 6h du matin, elle s'appelle la Royal Layalina. Elle se trouve dans la zone où le couvre-feu est désormais imposé. Je sais que la sécurité fait évidemment partie de vos préoccupations, mais voilà un homme dont l'établissement n'a jamais posé problème, qui se retrouve simplement dans un mauvais quartier et qui va peut-être devoir mettre la clé sous le paillasson. Comment vous avez envie de réagir, vous, à ça ? Bon, alors, ça doit être une décision très difficile qui a été prise par le bourgmestre, parce que c'est pas simple, mais économiquement, là, oui, ça, c'est certainement un coup fatal pour le tenancier. Donc, moi-même étant aujourd'hui quelque part un peu entrepreneur aussi, je sais à quel point quand vous lancez une société, quand vous vous lancez, vous mettez quand même souvent toutes vos billes sur la table. Et quand vous avez comme ça une décision externe qui vous tombe dessus, où en fait vous pouvez pas continuer votre entreprise, votre commerce, c'est quand même assez. Donc, faut l'aider, faut le sauver au moins financièrement, puisqu'on l'oblige à fermer. Oui, ça, je pense. Oui, ça, parce que là, ici, lui, il a rien demandé, le gars. Il est au bord de l'asphyxie. Ouais. On a compris que l'État, les communes, plus aucun pouvoir n'avait de l'argent, mais là, il va sans doute falloir trouver une solution. Alors, on ne peut pas ne pas vous poser la question plus personnelle sur une histoire d'amitié qui, évidemment, vous lie au président du MR depuis le début de votre carrière. Georges-Louis Boucher et David Leister, c'était les inséparables, les 2 frères. On sait à quel point, même en dehors de la vie politique, vous êtes proches. Si je vous demande de mettre un adjectif sur votre relation aujourd'hui, c'est chaud, c'est froid ou c'est tiède ? C'est chaud. Non, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud, mais dans quel sens de chaud ? Non, c'est chaud correct. Enfin, c'est chaud bon. C'est juste que vous savez, moi, c'est dingue parce qu'à chaque fois, on me pose la question sur Georges. Ah oui, vous n'allez pas sortir de ce studio sans répondre à la question. Il n'y a pas une interview. Il n'y a pas une interview où on m'a pas posé une question sur Georges Louis. Mais donc c'est comme ça. Moi, je l'ai connu avant qu'il soit la personne qu'il est aujourd'hui. Donc, je peux vous dire, il a toujours été comme ça. C'est un. Et surtout, moi, je le connais quand il n'a pas sa casquette politique, quand il n'a pas sa casquette président de parti ou député. Et vous savez, on rigole beaucoup, hein, et très charmant, on rigole vraiment énormément. C'est vrai qu'une fois qu'il a sa casquette politique, là, c'est un tout autre homme, c'est une bête politique, il est comme il est, ça, il est vraiment comme ça. Mais une fois qu'il retire cette casquette-là, il est même assez marrant et on rigole bien. Et donc, c'est sûr que nous, ces dernières années, on avait plus d'échanges sur le volet politique que sur le volet amical, sur le volet purement humain. Ici, progressivement, je crois qu'on reconstruit en fait une relation qui n'est plus politique. Qui reprend le dessus. Oui, c'est pas plus mal. Mais je sais, moi, il y a plein de gens qui évidemment débattent avec lui et évidemment s'engueulent avec lui à longueur de journée, voire depuis des années, et comprennent pas. Mais enfin, comment est-ce que tu peux mais sauf que moi, je le connais dans l'autre axe, je l'ai connu aussi dans les périodes les plus sensibles, les plus difficiles de sa vie. J'ai déjà parti en vacances avec lui. Alors il y a un truc, hein, ça c'est le bel exemple. Partir en vacances avec Georges-Louis, pendant 3 jours, vous pouvez être sûr qu'en effet, on parlera pas politique et tout ça. Et là, franchement, c'est super agréable. Et puis à un moment donné, parce que c'est une bête politique, ça revient.
Elle pouvait être au bout du monde, la politique va revenir, et là, il est reparti. Et alors là, il faut le laisser, puis à un moment donné, il va se calmer et il revient. La politique est revenue, mais l'amitié aussi, si je comprends bien. Et vous avez évité ce soir la question à laquelle on vous confronte quasiment chaque semaine maintenant, c'est quelle est votre relation avec Boris Didier? On a simplement une photo qui peut peut-être calmer toutes les rumeurs. Regardez, c'était à l'époque du Covid, on sent la complicité, la fraternité. Vous auriez peut-être pu être à sa place, vous avez fait un autre choix, et tant mieux certainement pour les habitants de Watermal. Merci David de venir nous voir. Un mot sur cette photo? Oui, mais simplement pour dire que Boris, vous savez, c'est un ami. On avait été concurrents à une époque, mais on rigole beaucoup ensemble. On a pas mal travaillé ensemble. Et je suis sûr qu'il va faire ça très très bien. Donnez-lui un peu de temps, parce que franchement, il pouvait pas être plus mal préparé que lui quand c'est arrivé. Donc il faut quand même un peu comprendre ça. Mais moi, je suis sûr qu'il va faire ça très très bien. Bon, c'était le grand rendez-vous de l'amitié ce soir. Voilà. Merci David Leister d'être passé nous voir. Dans un instant, on jette un coup d'œil sur les titres de la presse, mais déjà de demain, tout de suite dans 100% Belge.